Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. C'est encore moi, tu te rappelles de notre dernière discussion sur le budget? J'espère que ça t'a aidé. Aujourd'hui, j'ai une autre pépite pour toi. Imagine avoir une baguette magique qui transforme ta journée en un marathon d'efficacité. Oui, je sais, ça sonne trop bien, mais détrompe-toi, j'ai déniché pour toi 6 premières astuces basées sur les lois d'efficacité éprouvées. Alors, attrape ta tasse de thé ou de café et c'est parti. Pourquoi on a généralement du mal à être efficace? Tu sais, la route vers l'efficacité, c'est un peu comme un parcours d'obstacles. Beaucoup d'entre nous, malgré notre bonne volonté, trébuchent souvent sur les mêmes pierres. La procrastination, les distractions incessantes, coucou les notifications, ou cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur. Et devine quoi? C'est absolument normal de ressentir ça, surtout dans notre monde hyper connecté où tout va à 1000 à l'heure. Mais le hic, c'est que si on ne connaît pas les lois fondamentales de la productivité et de l'efficacité et qu'on ne les applique pas régulièrement, on se retrouve un peu comme un navigateur sans boussole. On tourne en rond, on s'épuise, on perd notre précieux temps. Ce que tu désires au fond, c'est de réaliser tes rêves sans te sentir débordé, d'avancer sereinement dans tes projets sans sacrifier les moments qui comptent. Alors, prête à décrypter ces lois de la productivité pour enfin te sentir maîtresse de ton temps et de ton énergie? Pourquoi ces lois de la productivité peuvent être de vrais amis une fois bien maîtrisées? Maintenant, imagine un instant que tu détiennes les clés d'une machine magique. Ces lois de la productivité bien maîtrisées, c'est exactement ça. Des alliés inestimables qui te guident, te soutiennent et te propulsent vers tes objectifs. Elles sont comme ces amis fidèles qui, au lieu de te laisser te perdre dans les méandres de tes pensées ou de te noyer dans une mer d'emails non lus, te rappellent ce qui compte vraiment. Elles t'aident à prioriser, à rester concentré et surtout à te réaliser sans t'éparpiller. Au lieu de te sentir sans cesse à la traîne, ces lois te permettent de danser au rythme de tes journées, de savourer chaque accomplissement, aussi petit soit-il. Parce que, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'une vie où chaque action a un sens, chaque choix est éclairé et chaque journée nous rapproche un peu plus de nos aspirations profondes? Alors, prête à accueillir ces lois comme tes meilleurs alliés, pour une vie pleine d'efficacité et décidément joyeuse, je vais te présenter la première partie à ce sujet. Quand la science nous guide. On va commencer avec la loi de Pareto. Tu connais le 80-20? C'est lui. Pareto, Vilfredo de son prénom, a dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts. Donc, focus sur l'essentiel. C'est ça le secret. Sais-tu que 80% de nos résultats, des résultats que tu obtiens, proviennent souvent de seulement donc 20% de tes efforts? Tu vas prendre le temps un petit peu de réfléchir à tout ça et tu vas voir si tu retrouves ça dans ton quotidien. Alors ça peut être 95, 5, 90, 10, voilà. Souvent on parle de 80-20. C'est ça la loi donc de Pareto, le principe 80-20, ça sonne un peu fou, mais c'est intéressant. On l'entend souvent d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat et c'est applicable dans tous les domaines de la vie. Mais regarde autour de toi. Steve Jobs par exemple, il a lancé de nombreux produits avec Apple, mais en fait c'est surtout l'iPhone qui a révolutionné notre monde. Donc c'est lui qui a vraiment été à l'origine de pas mal de changements. Ou prenons le monde de la musique par exemple. Combien de fois as-tu vu un artiste sortir une dizaine de titres, mais un seul devient un tube planétaire et rapporte bonbon, ou met une pleine lumière sur la naissance d'une nouvelle star? Voilà, ça peut être un élément qui a le plus d'effet, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est ça la magie de Pareto. Et couplé au principe, notamment par exemple du signe noir abordé par Nassim Taleb, c'est une des clés des réussites dans notre monde en fait. J'y reviendrai plus tard sur ça dans un prochain podcast, mais pour résumer, on pourrait parler donc de chance. J'aime parler de cette formule en fait plutôt qui est travail fois persévérance fois le facteur inconnu, qui pour qu'il fonctionne nécessite qu'il parvienne et ou soit saisi. En gros, ce que l'on pourrait nommer la chance, en fait c'est bien plus complexe et fabuleux que ça. C'est du travail, c'est de la persévérance et c'est aussi des opportunités. En tout cas, mais que tu saisis, parce que voilà, après si tu n'en saisis pas, il y en aura peut-être d'autres, mais ça dépend aussi de la façon dont tu t'exposes à tout ça. En tout cas, pour revenir sur la géniale loi de Pareto, dans ta propre vie,
Il se pourrait que 20% de tes activités donc te procurent 80% de ton bonheur. Peut-être que seuls 20% de tes vêtements sont portés 80% du temps. Moi, des fois, ça me donne un peu cette impression en tout cas. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on retrouve. C'est un peu, et puis si tu utilises tout, bah, tant mieux. Ça veut dire que vraiment, c'est pas là pour rien. C'est un peu comme si tu avais un sac rempli de pierres précieuses et de cailloux. Les joyaux, bien que moins nombreux, ont une valeur inestimable comparée aux cailloux. Et c'est ce qui est plus rare, et dans ces cas-là, on dit que c'est plus cher. Voilà. L'idée est d'identifier ces joyaux dans ta vie et de leur donner toute ton attention, en tout cas davantage, pour maximiser ton efficacité et ta joie. Donc par exemple, ça peut être si j'aime écrire et que je vois que ce que j'écris apporte et m'apporte à moi aussi, pourquoi pas passer du temps à écrire, notamment si quelqu'un est écrivain, clairement, ça peut être 80% de son temps, voilà, mais ça peut être même 20% qui t'apporte énormément, que ça soit pourquoi pas en résultat, mais aussi en satisfaction. Donc voilà, ça marche pour le meilleur, pour le pire, dans différents domaines. Donc autant cibler donc les 20% qui te procurent les 80% de résultats qui vont vers ce qui te plaît, te convient et te ressemble. D'où le fait de se connaître, de savoir ce qui te correspond. Et puis de prendre le temps, parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses dès le départ. Tu auras alors compris un point fondamental que beaucoup d'entrepreneurs, femmes et hommes, qui sont montés et restés hauts, ont compris. C'est aussi une bonne façon d'être plus efficace et de travailler plus intelligemment, donc pour plus de résultats, mais aussi plus de tranquillité d'esprit une fois bien maîtrisé. On a aussi la loi de Parkinson. Plus on a de temps, plus on s'étale. Si on te donne 2 heures pour un truc qui en prend 30 minutes, tu le feras en 2 heures. C'est fou, non? Donc limite-toi et fixe des délais plus courts. Alors, tu vas voir, il faut l'adapter quand même, mais on l'a remarqué. Plus on s'étale, plus on prend le temps qui reste. Et souvent d'ailleurs, on procrastine jusqu'à le faire. Voilà, donc, as-tu déjà remarqué qu'une tâche, une action, a tendance donc à s'étirer pour occuper tout le temps qu'on lui accorde? Ça, c'est ce que Cyril Northcote Parkinson, un historien britannique, a observé et finalement formulé comme étant la loi de Parkinson. Il affirmait que le travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, si tu te donnes une journée pour terminer un projet qui pourrait normalement prendre 2 heures, devine quoi? Tu vas probablement y passer toute la journée. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, qui a eu l'idée d'Harry Potter dans un train en 90. Mais c'est 7 ans plus tard, en 1997, que le premier tome a été publié. Nombre de personnes prennent parfois des années pour finir un projet. Donc, certaines fois, ce temps a eu son utilité, et d'autres fois, c'était plus nos blocages, nos peurs et nos fonctionnements qui nous ont amenés à mettre des années ou des mois là où l'on peut prendre moins de temps et exactement pour la même chose. Alors, il peut y avoir des variations, c'est là où il faut voir en fonction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a mis des années pour mûrir le projet, pour passer d'étape en étape et comprendre au final ce qu'on voulait faire. Et c'est en soi, vraiment, il ne faut pas voir les choses forcément comme perdues. C'est-à-dire que chaque chose a eu lieu à un moment donné pour une certaine raison et ça nous permet de pouvoir être là où on en est à tel moment. Par contre, ce dont je parle dans ces cas-là, et ce qu'a remarqué aussi justement cet historien britannique, c'est que en fait, on peut avoir à un moment donné tendance à s'étaler, voilà. Et alors qu'on pourrait finir plus tôt et que parfois même on aimerait finir plus tôt, et de se donner à des moments des objectifs, ça peut être une façon effectivement de cadrer tout ça et de se permettre de finir plus rapidement quelque chose qui finalement nous enlèvera de la charge mentale une fois qu'on l'aura fait. Donc moins de charge mentale, à y penser pendant des mois et des années en se disant j'avance pas. Ça peut être intéressant de penser à cette loi. Alors oui, la perfection, ça prend du temps. Parfois, on se perd dans des détails inutiles. Dans ta vie quotidienne, ça peut ressembler à passer des heures sur un email qui aurait pu être écrit en 10 minutes, par exemple. Simplement parce que tu avais bloqué tout un après-midi pour ça. Après, bon, rassure-toi, ça s'apprend. On est toutes quasiment passées par là. Et la culpabilité inutile, ça va pas t'aider. Mais mieux comprendre comment on fonctionne, et notamment ces fameuses lois de la productivité, ça peut te montrer que tu peux hacker tout ça et t'en sortir pour mieux fonctionner au final. C'est un peu comme quand tu as toute la cuisine pour toi seul. Tu vas étaler tous les ingrédients partout. En tout cas, il y en a qui font ça. Moi, je fais attention, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à un petit peu en mettre partout. Utiliser chaque ustensile, alors que si tu n'as qu'un petit espace qui est bien fonctionnel, parfois, tu peux te montrer plus efficace et organisé. Voilà, donc il faut voir comment tu as tendance à t'étaler. Mais les gens ont souvent tendance à s'étaler, en fait.
Voilà. Après, évidemment, on peut utiliser cette méthode pour s'organiser, quelle que soit la surface, quel que soit, donc, que ce soit pour l'espace ou pour le temps. Donc, pourquoi ne pas défier cette loi en donnant les délais plus courts à tes tâches? En tout cas, tu vois lesquelles. Commence éventuellement par certaines d'entre elles où tu te sens de le faire et où tu vois que ça reste réaliste. Tu pourrais être surprise de voir à quel point tu deviens plus efficiente et décisive. D'ailleurs, prendre trop de temps à décider, on le sait, c'est contre-productif. Donc, ni trop, ni trop peu. Tu te mets au défi et tu vas avoir à un moment donné de te mettre à l'action en te donnant un délai plus court. Ça peut te faire justement être plus efficace. C'est le but de ce podcast aussi, de te montrer comment tu peux l'être. Maintenant, il faut que ça reste réaliste, que tu t'épuises pas, que tu aies des pauses. Voilà, hein, ça n'empêche pas ça. Ça fait partie des techniques que tu peux garder en mémoire en tout cas et expérimenter. Et n'hésite pas à m'en dire des nouvelles. On a aussi une autre loi qui est la règle des 2 minutes. Alors, on peut dire merci à David Allen, l'auteur du best-seller S'organiser pour réussir, pour cette loi. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Voilà, c'est ça la loi. Moi, j'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Souvent, je me le dis d'ailleurs. Quand je me dis j'ai pas envie, je me dis bon, en gros, elle prend 2 minutes. Bah, c'est exactement ça. Et j'y vais. Et en fait, une fois que tu as commencé, bah, tu continues souvent. Et donc, souvent, c'est le démarrage. On dit souvent que c'est un peu comme un diesel ou un éléphant qui se lève. Bah, c'est le fait de se lever, voilà, de l'énergie qu'on met au démarrage qui est souvent un petit peu plus compliqué. Mais en fait, la règle de 2 minutes, elle t'aide vraiment à dépasser ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je t'en parle. C'est un petit pas. Un premier petit pas, parfois légèrement inconfortable, mais pour un résultat que tu peux appliquer à chaque occasion. Ça peut t'aider à te débloquer, là où tu es resté coincé sur la phase « je suis en mode paralysie face à une tâche que je dois accomplir ». Quand je vois le nombre de personnes qui vivent cette situation, ça n'a pas de prix, donc voilà, je pense que c'est important de la connaître. Du coup, connais-tu cette sensation quand tu te retrouves face à une pile de petites tâches qui, prises individuellement, semblent banales, mais ensemble, elles forment une montagne insurmontable. Je te présente ton nouvel allié, c'est cette fameuse règle, parce que justement, ça te permet de mettre de la simplicité, de découper en tâches plus accessibles quelque chose qui te semble insurmontable. Donc rien qu'en te disant que ça prend 2 minutes, et quand c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, tu peux le découper, voilà, effectivement. Donc si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, voilà, tu la fais immédiatement, tout de suite, parce que le temps que tu prenais à le noter, à y repenser, à remettre plus tard, au final, tu aurais pu déjà le terminer. Souvent, on prend beaucoup de temps à y réfléchir et finalement moins à le faire. Un peu comme les personnes qui stressent beaucoup et qui au final se rendent compte que ça s'est plutôt bien passé. C'est un peu comme si tu avais une mini-fenêtre magique pour lancer une étoile filante. Si tu la lances dans les 2 minutes, paf, elle disparaît de ta liste et ça fait du bien. On a plein de tâches pas si longues que ça en fait, qui s'accumulent et qui nous paralysent. Donc s'en occuper en utilisant cette méthode, ça va t'aider à éliminer une bonne partie de ce qui te prend la tête d'habitude. Et si une tâche est plus longue, pense, comme je disais, à la découper en sous-étapes, en actions plus précises. On reviendra en gros à cette idée d'action plus simple et rapide vers laquelle tu auras plus de facilité à te lancer. Pense à ces fois où tu repousses le fait de répondre à un SMS et au final où tu y penses toute la journée. Si tu l'avais fait sur le moment, imagine l'énergie mentale épargnée. Après, tu peux te dire, je réponds ce soir. Voilà. Et c'est un choix que tu fais et que tu arrives à gérer. Mais si tu vois que ça te prend la tête, en gros, voilà. Envoie un petit message tout de suite. Au moins, c'est bon, tu passes à autre chose. En gros, si on prend n'importe qui, mais si on prend Beyoncé avec ses 24 heures comme tout le monde, c'est possible qu'elle connaisse certaines techniques, même inconsciemment, et qu'à un moment donné, quand elle sent qu'il y a un truc qu'il faille faire, elle se lance quand même, quoi. Donc la prochaine fois, que tu hésites à repousser cette tâche qui te prenait seulement 1 minute ou 2 à faire, pense à cette règle et à l'espace mental que tu vas libérer en la suivant. Et ça, c'est une autre façon de voir le passage à l'action. C'est cadeau. On va avoir aussi des trucs en fait, des techniques que tu pourrais ne plus vouloir lâcher. En tout cas, c'est intéressant que tu les découvres. On va avoir la technique Pomodoro. Donc là, c'est un système où tu bosses pendant 25 minutes. Tu prends une pause de 5 minutes. C'est souvent assez... les gens aiment bien ce genre de technique, donc voilà. Et ça, c'est Francesco Cirillo qui a pensé à ça dans les années 80. Donc je vais t'en parler un petit peu plus en détail. Donc, est-ce que tu as déjà eu l'impression que le temps te filait entre les doigts et que malgré tes efforts, ta to-do list refusait obstinément de diminuer ?
respire parce que là j'ai j'ai cette pépite pour toi, c'est la méthode Pomodoro. Son petit nom mignon vient tout droit d'un minuteur de cuisine en forme de tomate que son inventeur Francesco donc Cirillo utilisait dans les années 80. Ce qui est plutôt cool comme histoire je trouve. La méthode est d'une simplicité enfantine, tu travailles intensément pendant 25 minutes, c'est ton Pomodoro en fait, on appelle ça ton Pomodoro. Le moment où justement la petite tomate elle est sur les 25 minutes. Et ensuite tu t'octroies une pause de 5 minutes. Et tous les 4 Pomodoro, tu te fais plaisir avec une pause plus longue de 15 à 30 minutes. C'est comme si tu faisais des petites sessions de sprint plutôt que de courir un marathon sans fin. Et ça, c'est vrai que ça peut jouer, d'utiliser ce genre de technique où on a des pauses. Et en fait, on est sur un mode de concentration où on peut effectivement être optimal et après, se poser, reprendre, voir ce qui fonctionne pour toi. Mais c'est une technique intéressante. Pense à ces artistes comme Madonna, Taylor Swift, etc. qui travaillent en studio d'enregistrement. Imagine un peu 25 minutes à fond sur une chanson, puis une petite pause, reprendre leur souffle avant de retourner dans le bain de la chanson. Et toi aussi, tu le mérites, ce rythme qui te permet de garder ton énergie au top toute la journée, tout au long de la journée. Perso, j'ai remarqué que parfois, moi, en tout cas, je peux... ça m'arrive en fait de ne pas m'arrêter pendant des heures. Maintenant je fais attention à ça, mais à un moment donné ça m'arrivait, des fois j'oubliais même de manger et sous une première lecture je me disais ah bah ouais je suis dans mon flow en fait, ça va, je suis à fond, c'était trop bien, même c'est un peu galvanisant hein. Mais après en fait souvent ce que je ressentais c'est qu'en fait j'étais plutôt en fait c'est que j'avais l'impression que j'allais un peu trop loin, que je m'écoutais pas, que je m'épuisais, que j'étais plus fatiguée qu'autre chose à aller trop loin dans la durée. Et avec le temps, j'ai réalisé que j'avais quand même besoin de pauses plus régulières. Donc voilà, j'ai fait attention de me lever régulièrement. En fait, l'idée, c'est de ne pas être trop coupé quand tu es en plein dans ta concentration. Mais en même temps, si tu es non-stop, vraiment un après-midi, une journée entière à faire que ça, à un moment donné, c'est normal. Il va falloir aussi se lever, marcher un peu, prendre l'air, respirer, se boire un verre, vraiment faire autre chose quoi. On n'est pas en mode robot quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Après cette méthode, ça peut te servir d'inspiration, tu peux la tester telle quelle d'ailleurs, et tu peux aussi l'adapter. Du moment que tu respectes le besoin de ton corps et de ton cerveau, de lui octroyer des pauses régulières pour qu'il tienne mieux sur la longueur, que tu y prennes plus de plaisir aussi sur le long terme et qu'il soit plus efficace pour toi, tu peux fonctionner comme ça t'arrange. La méthode Pomodoro, c'est exactement ça, hein. C'est un bon équilibre en fait entre concentration et relaxation pour être au top de la productivité. Et on sait que les zones par défaut, les zones de relaxation, en fait, nous aident à être plus efficaces, plus créatifs, finalement plus concentrés sur la longueur. Donc c'est pour ça qu'elle fonctionne bien. Et en prime, tu gardes ton popcorn croustillant, on va dire ton énergie, plutôt que de l'oublier, de manger une fois tout mou là, avec plus d'énergie, tout fatigué, en l'oubliant car tu t'es trop accaparé à autre chose. Donc en gros, occupe-toi de ce que tu as à faire, mais à un moment donné, vaut mieux un peu récupérer d'énergie de temps en temps. La gestion de ton temps, c'est un bon moyen de gérer tout ça, de gérer ton énergie et donc ton rapport au travail et aussi à ton corps. Et n'oublie pas ton corps. À un moment donné, c'est là-dedans que tu vis, c'est dans ton corps. Donc, et ton cerveau a aussi besoin de pause. On a une autre loi qui est intéressante, qui peut être intéressante à utiliser aussi. Tu vois, elle est assez visuelle aussi. C'est la matrice Eisenhower. En fait, c'est l'art de trier tes tâches entre, tu vas voir, urgente et importante. Eisenhower, en fait, c'est le président américain qui était apparemment connu pour bien gérer son temps et ça vient de là. Et en fait, la gestion du temps, c'est un peu comme ranger sa garde-robe. Tu vas voir pourquoi. Certaines tenues sont pour les grandes occasions, d'autres pour le quotidien. Et certaines, on se demande pourquoi on les garde encore en fait. Dans le monde de la productivité, la matrice Eisenhower est ton meilleur allié pour trier les tâches comme tu trierais tes vêtements. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, elle est assez connue et je te la présente. Elle a été créée par Dwight D. Eisenhower et cette matrice, en fait, se divise en 4 catégories. D'accord ? Ça divise les tâches en 4 catégories. La première, urgent et important. En fait, t'imagines une sorte tu vois, tu as un trait vertical, un trait horizontal, ça te fait 4 cases. Et en fait, il y a un côté où il y a marqué urgent, l'autre important, et pas urgent, important. Et à un moment donné, ça va faire se rencontrer et tu auras ce que je vais te dire là. Donc, la première case, ça va être tout ce qui est urgent et important. C'est
Par exemple, ton tailleur chic, ta robe de soirée, tu dois les porter tout de suite pour l'événement du jour. C'est ce que tu dois porter maintenant. C'est urgent et important. Là, je fais comment dire, une petite comparaison avec la mode, mais en gros, c'est cette idée. L'important, mais pas urgent, c'est autre chose. C'est ces jeans confortables, ce t-shirt douillet pour un week-end tranquille. C'est pas des tâches pressantes, mais elles sont essentielles à long terme. Donc, regarde dans ton quotidien, il y a des choses qui sont importantes, des choses qui sont urgentes. Et en fait, souvent les gens ont tendance à mettre l'urgent en priorité et à négliger l'important. En fait, à un moment donné, on va essayer de voir ça autrement. C'est-à-dire que dans l'idéal, et ça c'est à toi de voir petit à petit comment tu peux l'installer, il faudra majoritairement que tu puisses t'occuper de l'urgent et l'important en premier, l'important et pas urgent aussi dans les premiers, mais le reste, ok, mais attention. Tu vas voir, il y a des points que tu vas pouvoir conserver, des points que tu vas pouvoir peut-être même reporter, déléguer ou supprimer. En fonction de l'urgence, de l'importance, ça sera intéressant de le voir. Donc, si on prend maintenant donc, l'urgent mais pas important, ça peut être ces chaussures qui vont bien avec une tenue spécifique, mais que tu n'utilises pas souvent. Les tâches qui semblent pressées et qui en réalité pourraient être par exemple déléguées. Donc, c'est urgent mais pas important pour toi. Ok, pourquoi pas trouver une solution pour qu'elles soient traitées, automatisées, déléguées, où tu les fais mais à un certain moment. Voilà, mais si c'est pas important, elles ne devraient pas être dans le top. Elles devraient normalement être plus secondaires. Ni urgent ni important, là c'est les vieux vêtements que tu gardes pour les souvenirs, mais que tu ne portes jamais. Ces tâches peuvent souvent être supprimées sans conséquence en fait. Si c'est pas urgent et que c'est pas important, c'est que pour de bon, voilà, c'est pas censé être dans tes tâches. Après, si jamais tu souhaites, tu en fais, mais ça va pas être dans les priorités. Vraiment, urgent, important, c'est les priorités, et l'important d'ailleurs devrait même être encore plus valorisé qu'il ne l'est. Donc imagine par exemple Taylor Swift ou tout autre artiste préparant un concert. Après, chacun son style et ses habitudes, mais imaginons, dans les priorités, par exemple, elle peut décider de sa setlist, de ses chansons qu'elle va chanter. Donc ça, c'est urgent, important, sachant qu'elle a un concert juste après. Elle peut éventuellement répéter certaines chansons moins connues. Ça peut être important, mais pas forcément urgent. Elle peut peut-être choisir ses chaussures. Donc ça, si c'est urgent, mais pas si important, c'est-à-dire qu'elle peut le laisser choisir par quelqu'un. Elle peut demander à son styliste de choisir les chaussures pour elle. Et enfin, on peut mettre en second plan ou décider d'arrêter des actions moins urgentes et moins importantes qui seront alors pas prioritaires. Donc là, voilà, à toi de voir qu'est-ce qui pourrait être important, urgent, etc. Tu peux les noter et en fonction de ça, tu vas voir ce qui est prioritaire et ce qui peut être fait ou délégué ou laissé de côté. Il y a aussi une autre règle qui est un peu en lien avec ça. J'en parle parce qu'elle est en lien. C'est la règle des 4D. Elle est encore plus simple et plus directe. Donc c'est do. Alors il y a do, fais-le maintenant. Il y a defer. Planifie-le pour plus tard, c'est en anglais. Delegate, confie cette tâche à quelqu'un d'autre. Et delete, élimine-la, elle n'est pas nécessaire. Et on retrouve en fait le fameux, si on reprend donc urgent et important, fais-le maintenant. Defer, on va être plutôt sur quelque chose qui n'est pas urgent et qui est important. Ok, tu planifies pour plus tard. Delegate, on est sur confie cette tâche à quelqu'un d'autre puisque c'est urgent mais pas important. Après, tu peux le faire, mais souvent on est sur cette idée donc qu'on peut le déléguer. Et après, delete, donc ça c'est ok, tu supprimes si tu n'en as pas besoin. Si c'est pas urgent et pas important, tu n'es pas obligé de la faire au final, à moins que tu en aies réellement envie. Et en utilisant la matrice Eisenhower en combinaison avec la règle des 4D, tu te retrouves avec une double stratégie imparable pour prendre le contrôle un peu plus en tout cas de ton temps et déterminer ce qui mérite réellement ton attention. C'est vraiment ça, c'est une question de revenir à toi, à l'essentiel, à ce qui va t'apporter. Un peu, ça rejoint aussi le 80-20 d'une certaine manière. Après tout, ton temps est précieux, alors pourquoi le gaspiller quand tu sens que tu peux mieux le vivre. Après, on a le droit aussi de ne pas optimiser chaque instant, ça je vous l'ai déjà dit. On a le droit de patauger, de lézarder, de prendre son temps. Mais en tout cas, si tu as compris tout ça et que tu as envie justement d'améliorer ton quotidien, ça peut aussi être des solutions. Tu vas voir qu'au début, comme tout, comme tout apprentissage, on y pense, on essaye, on y arrive moins, on y arrive mieux, voilà. Et à un moment donné, ça devient automatique. Donc là, tu n'as plus besoin d'y penser et ça y est, c'est une seconde nature. Du moment que tu n'es pas dans le fait de te mettre trop pression, vraiment, il n'y a aucun problème, tu peux tester plein de choses et voir ce qui fonctionne pour toi.
C'est ça qui compte. Et ça s'apprend. Voilà. Bien sûr, de ne pas se mettre trop de pression. Et c'est en lien avec les peurs. Voilà, on a vu tous ces sujets sur les différents podcasts. Et je suis aussi là donc pour t'aider, développer tes compétences, pouvoir t'aider dans le but que tout ça, ça soit le plus aisé et bienveillant et agréable possible pour toi. On a aussi l'art de la délégation. Le fait... alors là, je sais pas si tu te souviens, mais il y a le livre La semaine de 4 heures, donc c'est de Tim Ferriss. Dedans, il en parle et il dit justement que ça peut vraiment libérer et que ça peut permettre de mieux fonctionner. Donc voilà, je t'en parle aussi. C'est une bonne façon quand même de gagner du temps. On a vu d'ailleurs dans Eisenhower que c'était une des voies possibles. Donc la délégation, c'est un peu comme quand tu confies la création de la playlist de la soirée à ta meilleure amie parce que tu sais qu'elle a un don pour ça. Tu pourrais y passer des heures et t'y perdre, alors qu'elle, en un clin d'œil, hop, elle crée l'ambiance parfaite pour que tout le monde danse jusqu'au bout de la nuit. Tant qu'à faire, autant lui déléguer. Et parfois, parce que ça lui fait plaisir. Et aussi, des fois, tu payes parce que tu peux payer et que voilà, pourquoi pas. Donc, j'y reviendrai bien sûr là-dessus par la suite. La délégation, c'est l'art de reconnaître et d'accepter que tu ne peux et ne devrais d'ailleurs pas forcément tout faire toi-même. En fait, même les plus grandes stars le font, même des gens pas connus qui ont vu à quel point ils pourraient les aider. Là, si on prend par exemple Beyoncé, c'est une chanteuse incroyable, une danseuse époustouflante, une femme d'affaires donc avisée. Mais est-ce que tu penses qu'elle réalise elle-même chaque aspect de ses concerts et de ses clips ? En fait, non. Voilà, peut-être qu'elle participe en grande partie à beaucoup de choses, mais en fait, généralement, ils ont quand même, si on regarde les génériques, les listes de personnes qui ont participé à ces projets, en fait, il y a souvent une équipe derrière. On le voit sur les gens qui font certaines vidéos YouTube, sur des films, voilà, sur des documentaires. Souvent, il y a du monde. Et quand il n'y a pas, en fait, quand on n'a pas, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on simplifie. On va à l'essentiel et là on peut créer soi-même des choses en étant seul, mais souvent à plusieurs on va plus loin en fait, au fur et à mesure, tout ça s'acquiert. Donc étape par étape on peut déléguer, et si on revient donc à Beyoncé, elle délègue par exemple la sonorisation à des experts, la chorégraphie à des professionnels, les costumes à des designers de talent, et voilà, et autant comparer ce qui est comparable. Si tu ne peux pas encore déléguer, ne pars pas te comparer à ceux qui sont entourés par une grosse équipe ou qui ont un rythme différent du tien, tout simplement. Reviens vers là où tu en es et avance pas à pas par rapport à où tu en étais avant. Voilà, tu vois que tu peux avancer, évoluer, quitte à te faire aider et à apprendre petit à petit de tes expériences. Et chacun est passé par là à un moment donné, même les personnes qui aujourd'hui travaillent avec une équipe plus importante. Et d'ailleurs, il faut voir si tu as envie de ça. C'est en fonction aussi de tes projets. Pourquoi donc déléguer ? Pour gagner du temps. On ne peut pas être expert en tout. En déléguant certaines tâches à des spécialistes, on gagne un temps précieux. Pour bénéficier d'expertise aussi. Tu vas pas t'obstiner à réparer ton ordi alors qu'un expert pourrait le faire en 1 heure, à moins que tu aies envie de mettre les mains dedans et que ça soit un peu ton petit plaisir. Mais sinon, voilà, en gros, tu vas demander à quelqu'un. Alors pourquoi pas dans ta vie ou dans ton job, si tu peux te le permettre, en tout cas pour le cas de l'entrepreneuriat, à demander à des personnes de t'aider. Mais ça peut même être dans d'autres domaines, demander à des gens qui s'y connaissent de t'aider. Et enfin, pour éviter le burn-out, il faut savoir lâcher prise pour soi-même et son bien-être. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc pense à la délégation comme un relayeur dans une course. En gros, chaque membre de l'équipe court une partie de la distance, mais chacun jouant en fait sur ses forces pour finalement arriver à la ligne d'arrivée plus rapidement et plus efficacement. C'est comme un jeu d'équipe en fait. Mais, et c'est un gros mais, déléguer ne veut pas dire abandonner, parce que souvent c'est un petit peu l'idée reçue qu'on a aussi derrière, comme lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Autre idée reçue, c'est apprendre à donner la responsabilité tout en gardant un œil sur le processus. Puis quand ça roule mieux, pouvoir plus se poser dessus, créer un processus de communication en fonction des besoins et checker de temps en temps. C'est comme confier à quelqu'un la garde de ton chat par exemple, ou ton chien pour un week-end. Tu sais qu'il est entre de bonnes mains, mais tu vas peut-être quand même envoyer un petit message savoir comment il va. Et si tu fais pas, possible que ça soit parce que tu es justement très en confiance, et tant mieux si tu as trouvé un bon allié. Tu vois d'ailleurs, déléguer, on pense souvent que c'est pour les entrepreneurs, mais en fait, c'est plus large, et tant mieux. On peut s'en inspirer de plein de façons. Si tu veux savoir d'ailleurs comment faire pour déléguer quand tu n'as pas d'argent ou l'expérience, j'y reviendrai plus tard parce que ça va prendre encore du temps. Donc reste connecté car il se pourrait bien que je t'apporte des solutions très prochainement sur ce podcast, voire plus pour t'y aider au mieux. Et voilà,
Une autre série d'astuces à ajouter dans ton arsenal de jeunes Padawan au pouvoir plus ou moins caché de Superwoman ou Superman qui s'ignorent bien trop souvent. Avec ça, tu vas carrément dominer ta to-do list et peut-être même conquérir le monde. Ou du moins ton petit coin de monde. Si tu as aimé nos petits moments de complicité, n'oublie pas de le partager. La prochaine fois, on parlera d'un truc, parfois même un gros hic, hyper courant, mais tellement sous-estimé. 10 astuces pour dire adieu au syndrome de l'imposteur. Alors oui, ça va être passionnant. Alors, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, des commentaires, à revenir me voir et à rester branché. Et à très vite. Et n'oublie pas de vivre libre et rêver grand. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.